lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage en leur disant tout simplement, après d'autres, ceci: le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Et j'en profite pour vous rappeler qu'à ce jour, seuls 10 000 des 42 000 élus en possibilité d'apporter leur parrainage l'ont fait. Voilà, donc Jean Castex l'a dit, sur environ 42 000 élus habilités à donner leur signature, ils sont que 10 000 à avoir accordé leur parrainage à un candidat. C'était 16 000 il y a 5 ans. J'ai une anecdote à vous raconter. J'ignore si elle est vraie. Un journaliste politique me l'a donnée ce matin. Elle n'est pas préjudiciable pour Marine Le Pen, elle concerne Marine Le Pen. Si c'est faux, tant pis, mais il semblait absolument. L'anecdote est intéressante. Elle a reçu ce matin un coup de téléphone d'un membre du Conseil constitutionnel, un vrai coup de téléphone, qui dit: Madame, nous avons aujourd'hui reçu 280 parrainages environ par voie postale, voilà, et nous tenions à vous dire qu'il n'y en avait aucun pour votre organisation politique ce matin. Voilà. Je tenais à vous alerter sur ce sujet. Voilà. Et c'est peut-être suite à cela qu'elle a pris la décision de mettre sa campagne entre parenthèses pour ne se consacrer qu'à une chose, c'est trouver des parrainages. Je trouve que la situation est absolument dramatique. Parce que là, les candidats ne peuvent pas bluffer. C'est le Conseil constitutionnel qui donne les chiffres. Ce n'est pas les candidats qui retiennent les signatures. Il leur reste, Lydia Guirou, 7 jours ouvrables pour recevoir les lettres, et des lettres qui n'arrivent pas. Oui, au mois de janvier, on aurait pu penser que c'était un peu de comédie de la part des différents candidats. Mais là, la situation est véritablement grave. Dans les états-majors, ils nous disent qu'ils sont totalement mobilisés pour appeler les différents élus. Parce qu'il n'y a pas que les maires qui peuvent parrainer. Vous l'avez rappelé, 42 000 élus peuvent parrainer et seulement 10 000, donc moins de 20%. En 2017, c'était 30%. Et avant la fin de l'anonymat, c'était également 30%. Donc, en fait, on a des élus qui ne veulent plus s'engager, qui ne veulent plus parrainer. C'est comme si ces mêmes élus qui sont élus par le vote des citoyens se plaignaient de l'abstention qui était majeure. C'est une forme d'abstention de la part des élus parce qu'ils ont peur des conséquences politiques, les subventions, les soutiens aux futures élections. Ils ont peur aussi des conséquences en termes de violence physique, parce qu'il y a une recrudescence de la violence contre les élus. Et là, on a une vraie bombe à retardement civique, en fait, qui peut nous exploser à la figure, avec 3 candidats qui pèsent près de 45% si on fait l'addition de ce qu'ils pèsent dans les sondages actuellement. Et qui sont pas potentiellement un Français sur 2 qui ne pourra pas avoir son vote représenté par le candidat qui le représente. Et ça, c'est absolument inenvisageable de ne pas voir ces 3 candidats que sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour présents au premier tour. Donc les élus doivent absolument se mobiliser, c'est leur devoir, et ils ont un devoir d'exemplarité et une responsabilité importante aujourd'hui. Il y a des solutions qui sont mises en place. François Bayrou, notamment, a mis en place cette fameuse banque des parrainages. C'est une espèce de réserve de parrainage pour tous les... Il y a une condition pour tous les candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages. Il s'est expliqué là-dessus à nouveau aujourd'hui. Nous voyons venir un risque colossal qui est que des candidats de premier plan dans cette élection, réunissant chacun de 10, 15, 17% des intentions de vote, ça veut dire entre 4 et 6 millions d'intentions de vote chacun, sont menacés de ne pas pouvoir concourir à cette élection, d'être exclus de l'élection parce qu'ils n'ont pas trouvé les 500 signatures d'élus nécessaires. Nous avons pris l'initiative de lancer ce collectif d'élus qui disent une chose très simple: nous sommes prêts à donner notre signature à une condition, c'est qu'on garantisse que ce n'est pas interprétable comme un soutien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François Bayrou essaie de mettre en place des solutions. Un autre son de cloche, toujours dans la majorité, Richard Ferrand, qui lui aujourd'hui le dit, finalement, peut-être que si ces candidats n'obtiennent pas ces parrainages, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas forcément légitimes à être candidats à la présidentielle. On écoute. Il y a 32 000 élus qui peuvent encore faire leur choix. Alors, évidemment, c'est important de faire comprendre que donner un parrainage, c'est permettre à quelqu'un de se présenter, ce n'est pas le soutenir politiquement. Je crois que c'était bien que le Premier ministre rappelle cela, mais cela étant, on peut aussi se poser la question
qui est de savoir que si on ne parvient pas à convaincre 1,18% des parrains pour en obtenir 500, je vois mal comment ensuite on pourrait convaincre plus de 50% des Français de vous porter à la présidence de la République. Hervé Gattegno, si les maires, les 32 000 maires par exemple, ou conseillers généraux, n'ont pas donné leur parrainage, c'est pas de la flemme, c'est pas de la flemme civique ou citoyenne, c'est parce que c'est vrai que par exemple un maire sans étiquette d'une petite commune, il est dans une interco, il est dans une communauté de communes, il a peu de pouvoir le petit maire, qui lui donne des subventions, c'est la communauté de communes, et si jamais il a donné sa subvention à Marine Le Pen, ou sa subvention, pardon, son parrainage à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour, on va le lui reprocher pendant 6 ans. Donc, il ne le fait pas. Oui, alors bon, ça c'est un argument qu'on entend, qui n'est probablement pas dénué de portée, mais qu'on exagère peut-être un peu. La réalité, c'est que, et vous l'avez dit, vous l'avez esquissé, l'immense majorité des maires dans notre pays, puisque là, en France, il y a beaucoup de petites communes, de micro-communes, l'immense majorité des maires sont apolitiques. Beaucoup d'entre eux sont élus sur une liste unique dans leur ville, et donc les courants politiques n'ont rien à faire dans leur scrutin, dans leur élection, et donc ils ne veulent pas entrer d'une façon ou d'une autre dans le débat politique. Lydia Guirous l'a dit tout à l'heure à juste titre, en général, il y a seulement 30% de ces 42 000 élus qualifiés pour donner leur parrainage qui le donnent effectivement. Les autres ne veulent pas le donner, probablement pas parce qu'ils ont peur d'éventuelles rétorsions. C'est surtout parce qu'ils ne veulent pas entrer dans ce système, ils ne veulent pas devenir des politiques au sens classique du terme. Maintenant, ce qui se passe sous nos yeux est proprement sidérant. On est dans une situation absolument abracadabrantesque où le tout État se mobilise pour voler au secours de 3 candidats qui se déclarent eux-mêmes anti-système. Mais alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc Richard Ferrand a raison. Au fond, la règle, elle est bien connue. Ça fait 5 ans que les candidats qui sont en lice aujourd'hui la connaissent. Je ne me souviens pas que pendant 5 ans, ils aient demandé toutes les semaines une réforme de ce système. Je ne me souviens pas qu'ils aient interpellé le gouvernement à chaque séance de l'Assemblée nationale. Et je ne me souviens même pas que dès le début de cette campagne, il y a 3 ou 4 mois, ils aient commencé en exigeant, pourquoi ils s'activent cela. Et donc aujourd'hui, on est conduit à se dire, mais alors, s'il faut absolument sauver ces candidats, mais alors en fonction de quoi? En fonction des sondages. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on va juger plus représentatif les sondages d'opinion que le système de parrainage instauré depuis le début de parce que les élus locaux, c'est pas la démocratie. C'est pas la même. Avec 2017, eh ben oui, ce n'est pas la même, mais c'est la démocratie. Mais là où il est intéressant, Gattegno, c'est que Gattegno one point, je vous donne un point, c'est qu'il dit c'est pas la République des sondages. C'est pas la République des sondages. Non, si les gens qui nous représentent, ces grands élus, ce sont les maires, ne veulent pas voter pour Zemmour, c'est la République. Non, mais ils ne votent pas. C'est pas un premier tour. Si au premier tour, ils font moins de voix que les sondages, on va aussi leur rajouter des voix. C'est la République des notables. Très rapide. C'est celle-là. C'est celle-là qui domine. Et moi, j'aimerais bien pouvoir développer ça parce que c'est essentiel. Il y a là une fracturation entre les gens qui sont dans le système, qui sont les élus, qui sont effectivement souvent là en fonction depuis de nombreuses années, et puis cette France qui gronde. Mais moi, je comprends que M. Castex commence à s'agiter, et M. Bayrou aussi, parce que si jamais ces trois-là, ceux qui font près de 50% d'intention de vote à eux trois, Le Pen, Zemmour, Mélenchon, n'ont pas leur parrainage, mais à ce moment-là, je vous assure que les gilets jaunes ou les antivax, c'était de la rigolade à côté de la colère qui pourrait naître dans le pays. Mais vous vous rendez compte de c'est une prise d'otage de l'élection. Ça fait 3 ans que dans le Figaro, vous écrivez que la vraie démocratie en France, c'est les élus locaux, et subitement, au moment de l'élection présidentielle, les élus locaux seraient disqualifiés dans le les élus locaux, c'est plus représentatif. Les élus locaux sont faits pour gérer les affaires locales et pour donner leur parrainage aux candidats. Rien à voir depuis 1962 avec une élection nationale. Et c'est là qu'on voit cette fracture qui d'ailleurs
est visible, élection après élection. Regardez Emmanuel Macron, il a été élu président de la République, il a combien d'élus locaux? 0. Il se prend Mais il n'a pas de problème de parrainage. Et non, parce qu'effectivement, il y a des gens qui il a des députés, il a des conseillers je suis obligé de vous régionaux, etc. interrompre. J'aurais Je bien suis aimé obligé de vous intervenir quand interrompre. même. Ça me fend le cœur, mesdames, messieurs, mais il est 23h et à 23h, on tient ses engagements. C'est le journal. L'autre actualité de la soirée, c'est donc Joe Biden qui dénonce le début d'une invasion russe en Ukraine. Le président américain qui a pris la parole après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître 2 territoires séparatistes en Ukraine. Donc on va retrouver notre correspondant à Washington, Axel Monnier. Il n'est plus question de menaces là, il passe quand même à l'action. Joe Biden, il hausse le ton avec de nouvelles sanctions. Des sanctions qui seront effectives dès demain, a-t-il précisé. Cela fait partie d'une sorte de package de sanctions qui ont été préparées et décidées par l'ensemble des alliés et des membres de l'OTAN dans cette histoire. Joe Biden n'a été que leur porte-parole. Il s'agit notamment de couper les financements occidentaux à la Russie, de geler les avoirs des élites russes, bref, de premières sanctions financières qui sont assez lourdes, mais il y en aura d'autres si la Russie continue à avancer dans l'Ukraine après ce que Joe Biden a qualifié de début d'invasion. Mais le président américain a aussi rappelé qu'il s'agissait de sa part et de la part de l'ensemble de ses alliés d'une stratégie défensive qui répondait à l'attaque de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il a rappelé qu'il était encore ouvert aux négociations et aux pourparlers. Écoutez Joe Biden. Il est encore possible d'éviter le scénario le pire qui entraînerait des souffrances pour des millions de personnes. Les États-Unis, ses alliés, ses partenaires sont encore ouverts à la diplomatie si elle est sérieuse. Quand tout est, en fin de compte, la Russie sera jugée à ses actes et non à ses propos. Et quoi qu'il advienne, nous sommes prêts à répondre dans l'unité, la clarté et la conviction. J'espère que la diplomatie est toujours une possibilité pour nous. Je vous remercie. Joe Biden qui se veut le leader dans cette opposition à la Russie, il prendra la parole, il continuera à décider de sanctions avec ses alliés qu'il a eu au téléphone encore toute la journée parce que, il l'a redit, c'est une unité occidentale qui se présente face à Vladimir Poutine. Axel Monnier depuis Washington. Merci beaucoup Axel. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, a demandé au Sénat russe d'autoriser l'envoi de militaires russes dans l'est de l'Ukraine, requête approuvée par le Sénat. Il s'est par ailleurs dit prêt à démilitariser l'Ukraine. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, parle d'une menace pour la stabilité de l'Europe et du monde. On l'écoute. Le président Poutine n'honore plus la signature de la Russie. La signature de la Russie, c'était la charte de Paris, l'acte final d'Helsinki dont a parlé Joseph Borrell tout à l'heure, signé par l'URSS d'abord et la Russie ensuite, sur l'inviolabilité des frontières, sur la souveraineté des États, sur la stabilité en Europe. Et la nouveauté aussi, c'est que, au-delà du cynisme, le président Poutine n'honore plus non plus ses propres engagements. Également dans l'actualité, on apprend à l'instant la fin de la prise d'otage à Amsterdam. Un homme armé s'était introduit dans une boutique Apple et retenait plusieurs personnes dans cette boutique située sur l'une des principales places de la ville. On apprend donc que cet homme armé est à présent maîtrisé et que la prise d'otage est donc terminée. L'adolescente de 17 ans, auteur présumé du tir qui a tué une randonneuse samedi, a été mise en examen pour homicide involontaire. Les faits se sont déroulés lors d'une battue au sanglier dans le Cantal. La jeune fille a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir ou de porter une arme. On parle de cette situation d'escalade, certains disent de la guerre, certains, Joe Biden dit que voilà, l'invasion de l'Ukraine par les Russes a commencé. Et oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine a déjà finalement gagné la partie face aux Occidentaux? Comment vont agir l'Europe, les États-Unis après cette décision de Vladimir Poutine de reconnaître donc ces 2 territoires séparatistes en Ukraine? On le rappelle, il s'agit de Donetsk et Lugansk. Alors pour l'instant, il y a des sanctions qui sont donc mises en place. Berlin qui a annoncé la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2 très cher au Kremlin. Et puis
puis ce soir, Joe Biden qui a annoncé une série de sanctions également. Joe Biden inquiet face à ce que pourrait faire Vladimir Poutine. Pour lui, ça ne doit pas s'arrêter là. On écoute le président des États-Unis. Il se prépare à aller beaucoup plus loin. C'est le début d'une invasion russe de l'Ukraine, puisqu'il a demandé à son Parlement la permission d'envoyer ses forces au-delà de la Russie. Alors il va falloir imposer des sanctions en réaction qui iront bien au-delà de ce que nos alliés et nos partenaires avaient fait en 2014. Et si la Russie poursuit cette invasion, nous sommes prêts à aller plus loin dans nos sanctions. Comment Poutine estime-t-il avoir le droit de déclarer de nouveaux pays dans un territoire qui appartient à ses voisins? Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et cela exige une réponse très ferme de la part de la communauté internationale. Avant de se poser, Guillaume Roquette, la question de est-ce que c'est le début de la guerre, on se la posera dans quelques instants. Je voudrais raisonner à l'envers, ou peut-être contre moi, contre moi-même, contre nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une logique russe derrière l'action de Poutine? Est-ce que Poutine est suivi dans son pays par des gens qui ne sont pas forcément des électeurs de Poutine, mais qui considèrent que l'action qu'il mène dans cette région de l'Ukraine est légitime? Oui, assez largement, parce que un très grand nombre de Russes considèrent que l'Ukraine, ou en tout cas la partie est de l'Ukraine, ça a vocation à faire partie de la Russie. Et il en est déjà allé de même il y a quelques années, c'était en 2014 pour la Crimée, qui a été annexée par la Russie, et ça a été très bien accueilli dans ce pays. La stratégie de Vladimir Poutine, elle est très cohérente. Elle consiste à essayer de reconstituer le plus possible ce qui était la Russie dilatée du temps de l'URSS. Et comme ça, en 2008, il a récupéré de fait, en reconnaissant l'indépendance, de territoires qui étaient en Géorgie. Et puis il y a eu la Crimée en 2014. Et puis cette fois-ci, ce sont ces deux républiques du Donbass. Ça veut dire que touche, il construit une espèce de glacis ou de zone d'influence directe. Non, mais c'est intéressant parce qu'un dirigeant français parlerait de la grande France, personne ne l'écouterait. Mais Erdogan, quand il parle de la grande Turquie, ou bien les Serbes qui rêvaient de grande Serbie, ou Poutine qui dit j'ai envie de reconstituer l'Empire russe, voilà, celui qui se réfère à Pierre le Grand, à la Grande Catherine, voire même parfois à l'URSS, ça trouve, selon vous, de la résonance dans le cœur de l'âme slave, de l'âme russe. Oui, parce qu'encore une fois, il y a une forme de cohérence à tout ça. Ces habitants de l'Est de l'Ukraine, ils parlent russe. Parfois même, d'ailleurs, ils ne parlent même que le russe. Et quand le gouvernement de Kiev a voulu supprimer la double langue officielle, ça a suscité des réactions qui étaient extrêmement graves. Donc, effectivement, Poutine lui-même, d'ailleurs, ne s'en est jamais caché. Vous savez, il a dit que le démantèlement de l'Union soviétique avait été un drame stratégique pour son pays. Et donc, il est cohérent là-dessus. Juste encore un mot. Vous parliez de la Serbie. Ce qui est intéressant, c'est que quand M. Biden dit il ne faut pas toucher aux frontières, l'intangibilité, l'état de droit, etc., c'est très bien, mais quand on a décidé d'enlever à la Serbie le Kosovo, alors là, curieusement, ni les Américains ni les Français n'ont eu de difficulté à le reconnaître, alors même que c'était à peu près aussi logique, ou plutôt aussi illogique d'un point de vue de droit international, que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec la Russie. Allez, on accueille sur ce plateau le général Dominique Trinquant. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On voulait avoir votre regard, effectivement, sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On a entendu Joe Biden qui hausse un peu le ton, qui annonce des sanctions, surtout des sanctions économiques pour couper la Russie, notamment des financements occidentaux. Il vise aussi l'élite russe. C'est un peu la tonalité globale de l'Union européenne également, des sanctions économiques. On a du mal à croire que les sanctions vont dépasser justement le côté économique. Que peuvent faire d'autres les pays occidentaux finalement? Ça va s'arrêter là, non? Oui, alors d'abord, ce qui est d'assez étonnant, c'est d'entendre le président Biden qui parle de sanctions, d'un premier train de sanctions, qui annonce une invasion, et peut-être d'autres sanctions. On se met toujours en retard d'un train dans cette affaire-là. On attend que le président Poutine, qui a clairement hier annoncé sa stratégie,
avance pas à pas pour à chaque fois réagir. Donc, à mon avis, ce n'est pas une très bonne stratégie. Il y aura, mon général, il y aura un jour prochain des soldats européens, des soldats américains, je sais pas, des soldats de l'OTAN en Ukraine positionnés face au Donbass. Non. Non. Là, il est clair que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'article 5 ne s'applique pas. Et le président, d'ailleurs Biden l'a clairement dit, il n'y aura pas de soldat qui ira combattre en Ukraine. Ça, c'est clair. Donc personne n'ira mourir pour Kiev, selon la formule, en tout cas pas d'Occidentaux. Non, pas d'Occidentaux. En revanche, dans la stratégie clairement énoncée par le président Poutine, le problème, c'est de deviner quel est le prochain pas, quelle est la prochaine escalade. Si les renseignements américains sont corrects, pour l'instant ils l'ont été, ils se sont trompés de date, mais enfin ils sont à peu près corrects, hein, on peut penser qu'il va y avoir une étape de plus. Et dans les étapes de plus, il y a l'étape qui consiste à conquérir le reste du Donbass et de faire la jonction avec la Crimée, de façon à ce que la mer d'Azov devienne une mer intérieure russe, ce qui soulagera aussi la flotte russe qui est à Sébastopol pour avoir un lien plus direct avec la Russie. Et puis, il y a l'autre que j'envisage difficilement, qui est l'Ukraine en entier, en particulier vers Kiev, etc. Envahi par la Russie. Oui, alors... Ça, c'est une hypothèse. Si vous voulez, le président Biden est quand même ambigu. Hein, il parle de l'invasion de l'Ukraine. Hein. Et pourtant, on a l'impression qu'on laisse faire. Non, mais on s'arrête à des sanctions économiques. Je répète, nous n'irons pas mourir pour Kiev, c'est clair. En revanche, ce qui peut se passer, et là le président Poutine doit bien le mesurer, c'est qu'envoyer les chars à Kiev, à mon avis, il y arrive sans difficulté, mais maintenir la présence en Ukraine, ça c'est une autre paire de manches. Et à partir de ce moment-là, les Occidentaux, eux, peuvent réagir par l'alimentation en armement des Ukrainiens qui résisteraient à la présence russe. Et ça, le président Poutine sait très bien qu'il ne veut pas avoir trop de cercueils revenir en Russie. Donc c'est un peu la limite de son action dans l'action militaire qu'il a entrepris maintenant. Est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment, Lydia Guéroult, finalement, que une fois de plus, l'Europe, les Occidentaux, les États-Unis sont désarmés face à ce type d'action un peu brutale auquel on est... Il y a une dimension presque, pardon de le dire comme ça, mais un peu moyenâgeuse. Cet impérialisme territorial, c'était fini, c'était à la limite le début de la guerre, le début du XXe siècle. Maintenant, quand on est impérialiste, on l'est à la chinoise, c'est-à-dire que c'est sur le terrain des affaires, de l'entreprise, du business, qu'on est conquérant. Mais c'est terminé, on n'envahit plus de territoire, sauf là, et on est totalement désarmés, nous occidentaux, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut, mon Dieu, diligenter des armées Je pense que ça... Non, mais la Russie a une volonté, et Poutine l'a bien indiqué, de retrouver une sphère d'influence et de retrouver certains territoires. Il considère que l'Ukraine a été une création aussi de l'URSS, c'est ce qu'il a indiqué. Lydia, oui. Le Donbass a été donné par Lénine au moment de la création de l'URSS à l'Ukraine, parce que l'Ukraine était trop rurale et il lui fallait un territoire industriel avec justement des industries. Donc on a donné, c'est un cadeau, le Donbass avec des populations russes a été donné dans les années 20 à l'Ukraine par Lénine. Je vous remercie, Eric. Non, mais c'est important de le dire. Bien sûr. Ça a un siècle, cette affaire. Bien sûr. Et puis, évidemment, il y a toute la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, l'influence occidentale, etc. Mais je pense qu'en fait, Vladimir Poutine va mettre une pression maximale sur les pays occidentaux, sur l'Occident, et les pousser jusqu'au bout. Et ce qui va arriver, je pense, c'est qu'en fait, nous allons céder sans combattre. Parce que qui imagine les opinions publiques occidentales accepter? Est-ce que vous imaginez que les Français accepteront que l'on envoie des soldats combattre pour l'Ukraine? Moi, je ne crois absolument pas. Je pense qu'il n'y aura pas de conflit armé. Il y aura des sanctions économiques, comme l'a dit Joe Biden. Et d'ailleurs, Joe Biden a, il y a quelques jours, indiqué qu'on n'ira pas vers le conflit armé. Oui, il a été assez clair. C'est déjà une option qu'il a retiré et du coup Vladimir Poutine
finalement à la voie qui est ouverte, puisqu'il sait que ce conflit armé n'arrivera pas. J'ai trouvé ça assez étrange de la part des Américains de l'indiquer si tôt. Et donc, je pense que Vladimir Poutine fera exactement ce qu'il veut et que même ces sanctions économiques seront inefficaces. Il y avait eu des sanctions contre la Russie, notamment sur le blé. Eh bien, ils ont développé leur production de blé. C'est devenu les premiers exportateurs de blé. Si on a des sanctions sur le gaz, l'Allemagne va refuser ces sanctions parce que ça va faire exploser le prix du gaz. Et en ce moment, ils n'ont franchement pas besoin que le prix du gaz augmente. Donc, en gros, vous dites tout totalement ça, c'est inefficace. Ils vont les faire parce que c'est symbolique. Je suis d'accord avec ils vous. seront totalement inefficaces. Totalement d'accord avec vous. Je voulais qu'on regarde une séquence et on continue à vous faire réagir derrière, une séquence très forte. C'est un échange entre Vladimir Poutine, vous l'avez peut-être vu, Vladimir Poutine et le chef des renseignements russes. Elle est incroyable, cette séquence. Il lui demande s'il est d'accord avec la reconnaissance donc, de l'indépendance de ces deux territoires ukrainiens pro-russes. On sent que le chef des renseignements n'est pas du tout à l'aise face à Vladimir Poutine et il fait un lapsus qui est lourd de sens. Regardez cette séquence. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, да или нет? говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Voilà. C'est incroyable. Il va être viré, lui. C'est incroyable. Ouais. On dirait une scène de sortie d'un film de James Bond. Le chef du spectre, en face, l'un de ses collaborateurs, mort de trouille. Ouais. On le voit, il bredouille, il perd ses moyens. Et normalement, cette réunion, il y en a régulièrement, d'après ce qu'on a lu et compris. Elles ne sont jamais télévisées. Ouais. Et donc là, il y a une volonté de Poutine d'envoyer un message, de nous envoyer un message à nous, pas d'envoyer un message aux Russes, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'opinion russe et on se demandait au fond quelle est notre faiblesse à nous, nous occidentaux, face à une situation comme celle-ci. Ben, c'est la faiblesse des démocraties. Nous, nos dirigeants, Joe Biden, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, ils ont des opinions à gérer, ils ont, pour certains, vous voyez de qui je veux parler, des calendriers électoraux à gérer. Vladimir Poutine, lui, c'est pas son problème. Lui, il agit comme un autocrate, c'est lui qui décide. Et en Russie, sans doute qu'il y a des gens qui sont d'accord, comme le disait Guillaume Roquette tout à l'heure, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Enfin, ceux qui ne sont pas d'accord, il vaut mieux pas qu'ils le disent quand même, parce que sinon, on sait aussi comment ça se passe pour les opposants. Même si là, c'est quoi l'intérêt pour lui depuis cette séquence quand on voit qu'il dit explicitement je suis d'accord pour l'adhésion de ces deux territoires à la Russie, et Vladimir Poutine me dit ah non, mais il ne s'agit pas de l'adhésion, c'est l'indépendance. C'est une gaffe. C'est du pur. Moi, il commet une gaffe parce qu'il est en train de perdre ses moyens devant son chef, j'allais dire devant son tyran. Mais le message qui est envoyé par Vladimir Poutine, c'est quand même celui d'une épreuve de force absolument incroyable. Et ce qu'il fait est un coup de force hallucinant. Et même si, et Guillaume l'a dit tout à l'heure, et il a raison, il y a dans ces territoires des russophiles et des russophones, il n'empêche que ce territoire appartient à l'Ukraine, que l'Ukraine, c'est une démocratie, et que ce qui se passe en ce moment, c'est l'annexion par la force d'une partie du territoire d'une démocratie par une autocratie, ni plus ni moins. Mon général. Oui, je crois que pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, dans notre monde occidental, la guerre n'existait plus en Europe. C'était pas pensable. Et là, on se retrouve devant une réalité qui est que la guerre est pensable. Premier point. Deuxième point, on parle toujours du glacis, mais Poutine, hier, il ne parlait pas du glacis. L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine fait partie de la Russie, donc ça va bien plus loin que ça. Et troisième point, vous avez parlé, Monsieur Roquette, des Serbes, de la Yougoslavie. Il se trouve que j'ai beaucoup pratiqué ça. Et moi, le discours hier, je entendais exactement la même chose de la part de Milosevic ou de Karadzic. Je veux dire, un monde totalement différent du nôtre, où on
je ne dis pas qu'on instrumentalise l'histoire, parce que vous avez raison, il y a beaucoup de faits historiques qui sont à mettre là-dedans, mais une autre façon de voir les choses, et ils sont dans une bulle et ne comprennent pas que on n'est pas dans le même monde. Et nous, on a du mal à le comprendre aussi. On est sur deux planètes différentes. Oui. Et on parle des herbivores et des carnivores. C'est clair qu'on est des herbivores. On est des gentils herbivores. Mais je ne suis pas sûr de ça. Admettez une chose, Guillaume. C'est vrai que la modernité ne nous a pas fait renoncer à l'impérialisme. Les Américains sont impérialistes. Google, Amazon, Netflix est une marque d'un impérialisme, d'une efficacité confondante. Et j'ai un peu le sentiment que les Russes ne peuvent pas s'offrir des Google qui vont coloniser le monde culturel, la planète d'Ushuaïa à Mourmansk en passant par Brest et Cape Town. Donc ils sont sur les bonnes vieilles méthodes. C'était l'impérialisme militaire. Bonjour, on vient avec nos chars, on traverse la frontière, n'est-ce pas, et on s'installe chez le voisin. Mais c'est vrai que nous, gentils Européens de l'Ouest, gentils herbivores, on pensait que ça n'existerait plus jamais, ce genre de truc. Et là, on est totalement interdit, bouche bée. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que la Russie, c'est à peine plus de la moitié du PIB de la France. Donc c'est une grande puissance militaire, belliqueuse qui plus est, mais un peu comme la Turquie, parce que ils sont un peu câblés pareil, hein, Erdogan et Poutine, c'est-à-dire en gros, je pousse mon avantage partout où je peux le faire, mais ce sont des gens qui, je pense, sur le long terme, sont quand même infiniment moins dangereux que la Chine, qui est à la fois la puissance militaire montante, avec des moyens illimités, et la puissance économique qui est en train de devenir dominante. Je voudrais juste nuancer un petit peu ce côté, nous, les Occidentaux, on est trop faible par rapport à Poutine. Peut-être qu'on est juste cohérent. C'est la réelle politique. Faut-il déclencher une guerre mondiale pour les républiques autoproclamées du Donbass qui représentent 3 départements français? Je ne suis pas sûr. Donc je pense que, bien sûr, on peut dire, regardez, on n'est pas courageux, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas envoyer ni l'armée française, ni l'armée américaine. Et donc, je pense que Poutine, finalement, même si on dit le contraire, parce qu'il y a là-dedans un jeu de rôle, et Emmanuel Macron, comme Biden, en sont membres, finalement, au fond du fond d'eux-mêmes, moi, je pense que ces dirigeants occidentaux se disent, bon, c'est pas suffisamment grave pour qu'on aille plus loin que des sanctions économiques dont on sait pertinemment qu'elles ne sont pas de nature à faire reculer Poutine, puisqu'on a déjà essayé de les lui imposer en 2014, et ça n'a pas marché avec la Crimée, puisqu'il n'a pas changé d'avis sur ce territoire qui a été annexé à la Russie, mais la Crimée, il y a eu un référendum quand même. Alors, certes, Poutine est un homme qui a une relation à la démocratie et aux élections un peu particulière, mais quand même, je pense que majoritairement, les habitants de Crimée, ils n'étaient pas contre l'idée de revenir dans le giron russe. Alors justement, on va poser la question à Jean-Éric Brana qui nous attend. Vous êtes spécialiste des États-Unis, on vous connaît bien sur LCI. Merci d'être avec nous. Alors, on a parlé des sanctions annoncées par Joe Biden, sanctions économiques, mais il le dit, Joe Biden, et il l'avait déjà dit d'ailleurs avant, aucune intention d'aller combattre les Russes. On a l'impression que ça va un peu s'arrêter là. Comme le disait Guillaume Roquette, clairement, ils n'ont pas l'intention de s'investir plus que ça pour des territoires qui sont quand même à des milliers de kilomètres, d'eux, c'est ça? Ils s'en fichent, quoi. Ils s'en fichent un peu du Donbass. Ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Guillaume Roquette, c'est que c'est à peu près ce que pensent les Américains de la rue de tous les jours. Un sondage de CBS de la semaine dernière indiquait que 65%, vous avez bien entendu, 65% des Américains ne veulent pas que les États-Unis interviennent en Ukraine. Alors cette réalité-là, bien sûr, le président Biden est obligé d'en tenir compte. En réalité, ceux qui veulent bien que le gouvernement américain intervienne sont les plus de 65 ans. Et en dessous, ils préfèrent qu'on s'en passe. Le monde a changé. Pendant 4 ans, les Américains ont été quand même biberonnés à l'idée que c'était l'Amérique d'abord et uniquement l'Amérique. Aujourd'hui, ils ne veulent plus s'occuper du reste du monde. Et donc, pour revenir dans le monde d'avant, parce que là, vous avez tous remarqué qu'on a fait quand même un beau retour vers le futur. On est dans les années 50 et avec Biden et Poutine qui ont presque l'âge d'avoir fait la même chose dans les années 50. Pour vendre cela aux Américains, il faut y aller doucement. Et c'est ce que fait Biden actuellement. Il nous a expliqué depuis une vingtaine de jours ce qui se passait en temps réel avec Poutine. Aujourd'hui, il continue à y aller doucement, il continue à croire à la diplomatie, mais à moitié. Et si jamais ça devait
ça devait changer la situation, il faudrait préparer l'opinion américaine. Dernier point, il ne faut pas oublier que ceux qui le poussent vers cette voie plutôt belliqueuse, ce sont les républicains. Ce sont eux qui voulaient mettre des sanctions à Poutine déjà depuis 20 jours, qui poussaient très fort pour cela au Congrès, et ce sont les démocrates qui retenaient des 4 fers. Là aussi, on est dans un changement de paradigme total. Jean-Éric Brana, donc notre vision, celle que nous avions apprise à l'école des États-Unis gendarmes du monde, on prend un petit coup, on n'y est plus, vous nous l'avez dit, c'est Trump qui a lancé l'idée de America First, le reste du monde, on s'en occupera après, c'est pas la priorité, très bien. Mais admettons quand même que cette armée ukrainienne qui était quasiment famélique en 2014, qui était très réduite, et s'est considérablement densifiée. Les États-Unis n'ont pas économisé leur peine, ils ont envoyé, donné des armes en quantité, des équipements, sans doute formés des officiers ukrainiens au combat, et désormais quand même, Poutine a face à lui une armée ukrainienne un peu plus sérieuse. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, et je pense que vous avez entendu ce soir Joe Biden qui nous a dit très tranquillement que l'Amérique redevenait le gendarme du monde. C'est ce qu'il nous a expliqué en rajoutant aux mesures que l'on connaissait déjà de la part des Européens, à laquelle il s'associe, une dernière mesure qui est quand même très intéressante, c'est le redéploiement des forces militaires dans les pays baltes, c'est-à-dire juste à la frontière, ce qui veut dire qu'effectivement, les Américains surveillent très attentivement ce qui se passe. Il rajoute également qu'il va envoyer des armes défensives. Le mot est important, mais ça reste des armes quand même. Mais en expliquant qu'elles seront très sophistiquées pour que les Ukrainiens puissent se défendre. On est rentré effectivement dans quelque chose de sérieux et de grave. C'est pas le général Trinquant qui me contredira sur cette affaire-là. Quand on rentre dans une guerre, on sait comment on y rentre, on sait rarement comment l'arrêter si jamais ça devait dégénérer. Vous avez répondu qu'à moitié sur les armes. Donc là, il va y avoir des déploiements d'armes dans les pays baltes, en Ukraine même. C'est quoi les armes? On dit que c'est mieux, l'armée ukrainienne désormais. Quelles sont les armes dont disposent les Ukrainiens et que les Américains leur ont envoyées? Il y a 2 choses. Moi, ce que j'ai compris du président Biden, là, c'est le renforcement de l'OTAN, pas de l'Ukraine. L'Ukraine a été renforcée, vous avez raison de le souligner. L'armée ukrainienne n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 2014, aussi bien dans le nombre de soldats disponibles, entraînés et avec des armes. Au passage, pour le soutien américain, si vous voulez, le fait de retirer l'ambassade et les instructeurs américains qui étaient présents n'est pas une vraie marque de soutien à l'Ukraine quand même. Les Ukrainiens ont dû voir ça de façon un peu étrange. Mais aujourd'hui, le renforcement, c'est un renforcement de l'OTAN, des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie probablement, avec les Américains, les Britanniques, les Français qui vont renforcer sur la frontière. En revanche, en Ukraine, le président ukrainien lui-même l'a dit, je me retrouve tout seul, donnez-moi des armes et on va se battre. C'est un peu ça. Hein. Il sait très bien que ça n'ira pas beaucoup. Alors les armes sophistiquées dont parle le président Biden, mais défensives, je pense que c'est tout simplement les missiles antiaériens, un système de missiles qui doit être déployé dans la zone des pays baltes. Bon, et qu'est-ce qui va se passer avec les discussions? Est-ce qu'elles vont se poursuivre? On sait qu'il devait y avoir un rendez-vous vendredi entre Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Mais écoutez ce qu'il dit aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian. La réunion, a priori, elle est annulée. Regardez. L'entretien potentiel avec Sergueï Lavrov, nous avions dit, sauf en cas d'invasion de l'Ukraine. L'entretien téléphonique avec Sergueï Lavrov, c'était hier après-midi. L'entretien a été assez long. Le rendez-vous a été pris pour vendredi, mais jamais il n'a été fait allusion à la décision que l'intéressé connaissait, puisqu'elle était quasiment concomitante avec la conférence de presse du président Poutine. Donc c'est non. C'est un peu, je suis désolé, l'image quand même, on voit Poutine, voilà, et face à ça, Le Drian qui dit attention, hein, monsieur Lavrov, je le verrai pas. Hein. Donc, il y a une espèce de disproportion entre Poutine qui déploie ses armes, puisqu'il faut le dire, le redire à ceux qui n'étaient pas à l'écoute des chaînes d'infos et d'LCI hier, par exemple, une colonne de blindés est entrée hier en territoire ukrainien dans ces fameuses républiques
désormais autoproclamée indépendante du Donbass. Hein. Donc, militairement, il est entré avec des chars en Ukraine. Donc voir Le Drian qui dit, bon, attention, le rendez-vous avec M. Lavrov, je l'annule. Il y a quand même un truc qui pourrait prêter à sourire, non, Général Trinquant, franchement. Non, mais clairement, le président Poutine, depuis plusieurs semaines, fait ce que les Russes appellent Mashkarovka, c'est-à-dire qu'il monte une manœuvre diplomatique pour masquer la manœuvre militaire qui est la réalité de sa stratégie. Et donc, pendant une semaine, il a articulé auprès du président Macron, auprès du président Biden, tout un discours qui s'ouvrait sur la négociation, dans lequel il disait lui-même qu'il fallait absolument... la seule solution, c'était les accords de Minsk. Et là, il dit les accords de Minsk, on n'en parle plus, et puis on envoie nos chars. Donc on voit bien que dans son discours d'hier, où il a été très clair, sa stratégie, c'est l'usage de la force pour revenir à une solution qui lui convient, c'est-à-dire que l'Ukraine n'existe pas, et ensuite, on va voir avec le temps comment on fait. Donc, les images noir et blanc, juste les images noir et blanc que vous venez de voir, ce sont des images de cette nuit. Il y a marqué en direct, mais c'est parce que c'était les images en direct de la nuit dernière, où l'on voyait tout simplement les chars russes, j'ai toujours envie de dire soviétiques, pardon, les chars russes qui entraient en Ukraine dans la nuit. Voilà, regardez, ce sont des colonnes de soldats qui rentrent en Ukraine cette nuit. Et tout ça, ça se passe quand même dans un contexte particulier. On va revenir un petit peu en France. On est en pleine campagne présidentielle. On sait que Emmanuel Macron s'est beaucoup investi. En tout cas, on l'a beaucoup vu face à Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky, au téléphone à plusieurs reprises ce dimanche avec le président russe. Est-ce que c'est un atout pour Emmanuel Macron de s'être autant investi dans cette crise à l'étranger? On va écouter Jean-Yves Le Drian à nouveau là-dessus. Lui, il le dit, Emmanuel Macron a tout fait pour éviter la guerre. On écoute. Je pense qu'il a pris ses responsabilités. Il a fait le devoir qui était le sien de tout faire pour éviter la guerre. Il l'a fait en tant que président du Conseil de l'Union européenne en exercice. Il l'a fait aussi en tant que président de la République française, membre du Conseil de sécurité. Tout faire pour éviter la guerre. Le président de la République connaît les méthodes, le caractère, le cynisme de Vladimir Poutine. Il l'a pratiqué. Il n'est pas naïf dans ces discussions. Voilà, on va en parler juste avant. On vous libère. Général, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Frédéric Delpech. Enfin, merci d'avoir été avec nous. Frédéric Delpech va prendre votre place. Merci. Et bonne soirée. Une réaction à ça. Finalement, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, on a l'impression, pour Emmanuel Macron. Il a beaucoup agi, mais ça n'a pas empêché l'escalade des tensions. Est-ce que ça peut avoir un effet négatif pour Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas officialisé sa candidature? Oui, les chars sont rentrés. L'image, quand même. Il y a un côté, il a été berné, non? Non, je suis pas convaincue que cela ait un effet négatif. Victoire ou défaite, il a essayé de dialoguer, il a essayé de préserver la paix, et je ne pense pas que les affaires internationales impactent réellement la candidature à la présidentielle d'Emmanuel Macron, mais même d'autres prédécesseurs. Ce qu'attendent les Français, c'est qu'ils rentrent dans l'arène, que le match commence, mais c'est assez... je dirais que c'est assez opportun, parce que pendant ce temps, ses adversaires s'épuisent, notamment Valérie Pécresse qui dévisse dans les sondages, qui est en train de boxer un peu dans le vide. On attend désespérément qu'Emmanuel Macron arrive pour enfin lâcher de manière pertinente ses coups. Donc moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, au contraire, devient une sorte de valeur refuge pour des électeurs de gauche qui sont perdus parce qu'on n'est plus vraiment dans une gauche républicaine, et une partie des électeurs de droite qui ne retrouvent plus, oui, comme dans l'immobilier, qui ne retrouvent plus vraiment leur l'or pour les spéculateurs. Non, c'est le lingot d'or. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a jamais vu un président qui soit à la fin de son quinquennat à 25, parfois 26%, parfois 24,5%. C'est très très haut. Mais là, c'est rassurant pour les Français de le voir
voir comme ça, gérer une crise d'ampleur internationale. Il sera crédité d'avoir au moins essayé, quoi. C'est protecteur. C'est la logique institutionnelle de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui aurait reproché de ne rien faire. Évidemment. Donc il le fait à double titre. Il est président de la République, mais surtout en ce moment, il préside l'Europe. Et donc à ce double titre, il est requis de faire quelque chose, d'intervenir. Tout le monde a vu qu'il a déployé ses meilleurs efforts. On pourra peut-être penser que le communiqué de l'Élysée annonçant la perspective d'un sommet était peut-être un peu prématuré, voire un peu triomphaliste. Non, mais disons les choses clairement. Les circonstances ont fait que finalement ce communiqué il a été très très vite démenti, d'abord par Vladimir Poutine, puis par les faits. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a eu un petit accroc sur la performance d'Emmanuel Macron dans cette affaire. Néanmoins, vous savez, dans ces situations de crise, pour un président de la République et a fortiori un président candidat, on pense toujours aux mots de Joffre sur la bataille de la Marne. On ne sait pas qui l'a gagné, mais on sait qu'il aurait perdu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de situation catastrophique pour Emmanuel Macron parce que ce petit loupé diplomatique, il est quand même assez largement compensé, je crois, dans l'opinion par la prééminence que donne à un président de la République en exercice le fait d'avoir à gérer une crise, de représenter la France et d'être en dialogue avec les plus grandes puissances du monde. Il fait son job. Je ne suis pas sûr maintenant qu'à ce stade, il considère que ce soit toujours un avantage pour lui parce que maintenant, il a quand même intérêt à entrer en campagne. Oui, Guillaume Roquette. Je suis un peu moins enthousiaste que vous deux. Moi, je pense que... Moi, j'étais pas très enthousiaste. Emmanuel Macron s'est fait balader. Bon, c'est pas de sa faute et il a essayé. Mais dans cette histoire, on a quand même été naïf ou alors peut-être un peu trop orgueilleux. Parce qu'il y a quand même eu 2 épisodes. Le dernier, effectivement, c'est quand il dit « Bon, ça y est, j'ai organisé une rencontre entre Biden et Poutine », alors que Poutine, au même moment, était en train d'organiser ce que l'on sait en Ukraine. Et puis, la fois d'avant, la fois précédente, quand il était allé en Russie, il était sorti de l'entretien en disant « Alors, le président Poutine a accepté d'être beaucoup plus accommodant sur un certain nombre de points. » Et Poutine a dit « Mais où est-ce que vous avez vu ça ?» Non. Je ne pense pas, effectivement, que ce soit très dommageable pour Emmanuel Macron, parce que l'Ukraine, c'est loin pour les Français. Mais disons que c'est un peu une manifestation de plus d'une confiance en lui du président de la République qui est rarement démentie et qui parfois est peut-être un petit peu excessive quand même. Même si pour l'instant... Vous avez raison, pour l'instant il y a 2 images qui se télescopent. Celle de Macron pas très bien rasé, qui est vraiment en situation d'urgence, en essayant de se battre pour maintenir la paix, c'est une image forte. Et puis il y a l'autre image qui va peut-être devenir la sagesse populaire dans cette affaire, c'est ce que vous disiez. Il nous annonçait un sommet tout fringant, tout heureux, c'est j'ai réglé les choses. Enfin, j'ai réglé, j'exagère. En tout cas, Biden va rencontrer Poutine et le jour même, Poutine rentrait avec ses chars en Ukraine. Franchement, ça peut prêter à sourire pour des gens qui ne sont pas très macroniens. Oui, mais Nicolas Sarkozy, par exemple, dans la crise géorgienne, avait plutôt réussi. On avait plutôt salué son action. Là, oui. Ça ne lui a rien apporté. Il avait obtenu un véritable accord. accord. Mais est-ce que ça lui a apporté quelque chose au niveau de sa réélection? Absolument pas. Les Français n'ont pas mis ça. Mais c'était juste après, c'était en 2008, donc il venait d'être élu. Mais juste un mot, il y a peut-être aussi un effet, mais encore une fois, c'est difficile. Emmanuel Macron, il est dans une logique volontariste. Le volontarisme, ça marche quand vous avez des gens de bonne foi face à vous. Mais si vous avez des gens qui ne sont pas dans un mode coopératif, vous vous prenez la porte. Il s'est pris la porte là. Comme on s'est pris la porte, je dis on parce qu'on en souffre tous collectivement, au Mali, la semaine dernière, où la junte en place a dit maintenant vous dégagez, et malheureusement, on n'a pas trop le choix. Petit point positif quand même, il faut quand même le dire, 2 des principaux concurrents d'Emmanuel Macron dans cette élection se sont très largement fourvoyés ces derniers temps. Je parle d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, en nous expliquant que, bien sûr, Vladimir Poutine n'avait pas du tout de visée expansionniste, qu'on était dans le catastrophisme. Mélenchon aussi soutenait pas mal Poutine. Oui, mais sauf que Mélenchon, vous avez remarqué, c'est tout à fait exact, mais Mélenchon, il a fait un petit virage sur l'aile, là, en 24 heures, en dénonçant l'attitude de la Russie, ce que
à cette heure, Marine Le Pen et Éric Zemmour n'ont pas encore fait. Eux, ils nous ont expliqué pratiquement qu'on exagérait et que franchement, on était vraiment trop sévère avec ce bon Vladimir Poutine. On a vu le résultat, donc je pense qu'Emmanuel Macron a effectivement été un peu naïf dans cette affaire. Oui, mais il n'avait pas tellement le choix, mais qu'en revanche, ces deux concurrents-là, eux, ils ont été très très naïfs et à cette heure, ils continuent de l'être. Et en tout cas, pas tellement d'impact dans les sondages. Si on regarde le rolling, là encore, c'est notre sondage quotidien. Emmanuel Macron, il survole encore Frédéric Delpech. Ce sondage à 25%, donc finalement, ça lui réussit plutôt de repousser l'officialisation de sa candidature. C'est vrai que tant qu'il survole le sondage comme ça, peut-être qu'il se dit, je suis tranquille, je peux aller jusqu'au 4 mars. Oui et non, parce que effectivement, parce qu'il caracole dans les sondages. Oui, parce que, par exemple, comme le disait un responsable socialiste en off tout à l'heure à l'Assemblée, la Russie, ça lui donne un magistère que les autres n'ont pas. Donc effectivement, ça lui permet d'être au-dessus de la mêlée. Mais non, parce qu'il y a l'atterrissage. Et maintenant, l'atterrissage va être un peu plus compliqué parce que cette crise ukrainienne, on ne sait pas quand elle va se terminer. Or, maintenant, la fenêtre de tir pour être candidat, elle est limitée jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire vendredi prochain. Et là, à l'Élysée, on est en train déjà d'essayer de bâtir le scénario de l'atterrissage, justement, avec une entrée en campagne, a priori, à partir peut-être soit entre dimanche, en gros, et vendredi. Parce qu'on avait dit peut-être au Salon de l'Agriculture, finalement, ça non, s'est écarté. Ça c'est totalement écarté. Alors après, ça serait plutôt une entrée en campagne au cours d'un déplacement qui aurait lieu peut-être jeudi ou vendredi, avec, alors certains déjà commencent à rêver d'un grand meeting dès le dimanche 6 mars à Marseille, le premier grand meeting d'Emmanuel Macron, ce qui serait très court entre la déclaration de candidature et le premier grand meeting. Bref, tout ça est encore un peu en gestation. Donc il y a quand même, quand on parle avec les proches d'Emmanuel Macron et les députés LaREM, il y a à la fois une forme de confiance sur la popularité, mais une inquiétude aussi sur l'atterrissage qui va être un peu plus compliqué quand on est un président qui doit gérer une crise internationale. Et campagne éclair derrière, 5 semaines à peine. Campagne très courte avec toujours le risque quand même d'un accident de campagne. Ça existe, les accidents de campagne, ça s'est déjà produit. Et plus la campagne est courte, plus il est difficile de rétablir la trajectoire si jamais se produit un de ces accidents. Donc c'est aussi un risque pour Emmanuel Macron. Rester le favori très longtemps, c'est bien. S'épargner les coups le plus longtemps possible, c'est bien aussi. La plupart de ses prédécesseurs l'ont fait, mais c'est aussi s'exposer à une déconvenue. Doit-il faire campagne au sens vraiment du mot campagne, c'est-à-dire doit-il faire des meetings, doit-il faire des duels, François Mitterrand en 1988, qui est probablement celui qui avait fait la campagne la plus courte pour sa réélection, qui avait été très confortable à l'arrivée, il avait fait, si ma mémoire est bonne, 6 meetings avant le premier tour et 1 meeting dans l'entre-deux tours. C'était des meetings très, très mis en scène, très majestueux. Et il s'était contenté de cela. Et vous vous souvenez d'une lettre aux Français qui avait été diffusée dans la presse régionale. Ça, c'était une campagne éclair et une campagne couronnée de succès. J'avais assisté au meeting de Rennes, 1988. Moi aussi. Il y avait Barbara qui chantait une chanson. Chantait au début. Barbara. Oui. Elle chantait sur scène L'homme à la rose avec son piano. C'est formidable vos souvenirs, Éric Brunet. C'est passionnant. Et vous avez été ému? Oui, par Barbara. Oui, j'avais été. La mise en scène était assez impressionnante. François Mitterrand traversait la salle comme ça. Il arrivait par le fond. Et il y avait une ambiance. Un mot sur Barbara, Frédéric? Non, sur Emmanuel Macron, juste quand même pour faire saliver un peu, il est prévu peut-être ce week-end des nouveaux ralliements, dit-on dans l'entourage du chef de l'État, donc ce week-end qui arrive, là, pour donc un peu entretenir la flamme de l'attente des macronistes. Il y aura peut-être quelques ralliements de poids, on murmure des noms. De gauche? Parce qu'il y a beaucoup de gauche. Non, plutôt. Allez-y, balancez des noms. On met des conditionnels. Avec des conditionnels. Un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre, François Rebsamen n'est pas un ancien Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, oui. Alors Jean-Pierre Raffarin peut-être pour la droite, mais il est déjà... Les noms qu'on murmure, pour rejoindre Macron, Raffarin. On parle de Jean-Pierre Chevènement aussi. Rebsamen. Chevènement. On en parle, oui. Chevènement. Mais alors, les LR, il me semblait qu'il y allait y avoir toute une fournée de parlementaires LR qui allaient rejoindre Macron, non? Alors, les LR, pour l'instant, a priori, il pourrait y avoir une belle fournée.
si Valérie Pécresse n'atteignait pas le deuxième tour, c'est-à-dire après le premier tour, oui. Mais là, des gros poids lourds LR, a priori, la boutique est quand même assez bien tenue. Il y a bien sûr Renaud Muselier qui est attendu pour, notamment s'il y a ce premier meeting à Marseille le 6 mars, comme ça se murmure, il pourrait y avoir la présence de Renaud Muselier qui apporterait son soutien au chef de l'État. On n'a donc pas de date, pas d'informations là-dessus à nous apporter, Guillaume Roquette. Non, la seule venue à vos oreilles. Les seules informations qu'on a, c'est que c'est effectivement sans cesse repoussé. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron a raison. D'abord pour des raisons tactiques, puisque là, il est au-dessus de la mêlée, il n'a pas à répondre aux coups qu'on pourrait lui donner, mais aussi pour des raisons de fond. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui lui permet d'être si haut? C'est d'avoir à la fois des gens de gauche sociodémocrates et des gens de centre-droit qui le soutiennent. Bon, toute annonce, toute entrée dans un débat un peu frontal l'obligerait à sortir de l'ambiguïté, comme disait François Mitterrand, et c'est toujours à son détriment. Donc, à mon avis, moins il présente vite ce qu'il veut faire, plus il continue à fédérer autour de lui. Allez, il est 23h44. On va continuer à parler de la campagne, mais grâce aux indiscrets insomniaques de Frédéric Delpech ce soir. Frédéric, on parlait tout à l'heure de la difficulté de certains candidats et certains gros candidats à trouver des parrainages. Il y a un coup de gueule de Nicolas Dupont-Aignan ce soir, c'est ça? Plutôt pas un gros, mais un gros, lui, en l'occurrence, plus petit, mais qui a quand même ce soir dans le comptage du Conseil 422 parrainages, donc il n'est pas très loin. Alors tout à l'heure, dans les couloirs de l'Assemblée, Nicolas Dupont-Aignan expliquait il a obtenu, semble-t-il, 480 parrainages en raclant les fonds de tiroir, c'est ce qu'il dit, et qui aujourd'hui plafonne et qu'il ne lui reste plus qu'une semaine. Nicolas Dupont-Aignan, très en colère d'ailleurs de la déclaration de François Bayrou qui réserverait cette réserve de parrainage aux candidats de plus de 10% dans les sondages. Donc lui, il ne serait pas concerné et ça le met très en colère. Et de montrer, alors ça revient sur notre débat tout à l'heure, de montrer un SMS d'une mère qu'il a reçu, Nicolas Dupont-Aignan. Il me montrait ça sur son portable. Voilà, alors je suis triste, très triste, comme beaucoup de mes collègues, de ne pouvoir parrainer personne. Aucun de nous ne veut prendre le risque d'une zizanie ou d'une mauvaise entente inévitable dans nos petits villages dans lesquels la couleur politique n'a jamais été évoquée. Donc voilà, c'est un peu la teneur de ce qui remonte des élus locaux à ces candidats qui ont beaucoup de mal à trouver les parrainages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les maires, vous parliez, Hervé Gattegno, de la France, les maires de France sont en majorité des maires de petites communes sans étiquette, avec un conseil municipal avec des gens de gauche, de droite, de partout. Et ils ne veulent pas prendre le risque d'amener la politique dans leur conseil municipal en disant j'ai soutenu Dupont-Aignan ou j'ai soutenu... Mais ce n'est pas un soutien, les parrainages. C'est pas un soutien. Donc ils ont aussi un devoir, une responsabilité en tant qu'élus de faire vivre la démocratie. Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais vous savez que la loi organique qui organise ce qu'on appelle maintenant communément les parrainages ne parle pas de parrainage. Elle parle de présentation. C'est-à-dire que les élus locaux signent pour présenter un candidat. Donc vous vous rendez compte que dans le texte de la loi, présenter un candidat, c'est s'engager beaucoup plus que le parrainer, ou maintenant, a fortiori, quand on dit que le parrainer, ça n'est même pas le soutenir. Le présenter, c'est quand même quelque chose. Lui permettre de se présenter. Oui, on présente quelqu'un qu'on connaît. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on l'apprécie, mais plutôt qu'on le connaît. Effectivement, c'est le terme d'ailleurs formulaire de présentation. C'est ce papier-là qu'il faut renvoyer au Conseil constitutionnel. Et Hervé a raison. La loi, elle stipule au fond que l'élu local présente aux Français, adoube devant les Français son choix. Son choix de candidat. Voilà. Ouais. Dans l'idéal, c'était comme ça que le législateur avait prévu les trucs. Une forme d'hypocrisie, c'est qu'il y a eu quand même une proposition de loi des socialistes en début d'année 2021 qui a été retoquée et par la droite et par la majorité, qui visait à réformer le système avec seulement 250 signatures de maires et 150 000 soutiens citoyens. Et ça a été totalement retoqué par tout le monde. Donc, un dernier mot rapidement. Oui, aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie à dire que le système ne fonctionne pas. Et ce qui m'embête avec ce système, c'est que ça rappelle quand même un peu la France du 19e siècle, c'est-à-dire le suffrage censitaire, où il n'y avait que les notables qui avaient le droit de s'exprimer. Je ne pense pas que ce soit un progrès pour la démocratie. Bon, et on rappelle, ils ont jusqu'au 4 mars, ces élus, pour donner leur signature, pour soutenir un candidat. Autre indiscret, Frédéric, Jean-Luc Mélenchon, qui veut retrouver un des ingrédients de sa campagne de 2017, c'est ça? Oui, alors ce n'est pas les meetings par hologramme, c'est les meetings en plein air. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la marque de fabrique un peu de Jean-Luc Mélenchon en 2017, c'est des dizaines de milliers de militants qui étaient soit à Marseille, soit dans les rues de Paris, lorsqu'ils s'exprimaient dans une estrade en plein air. C'est reparti.
jeudi, le 6 mars, eh bien, Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting en plein air. Et puis, une grande marche le 20 mars à Paris avec un discours prévu aussi en plein air. Une grande marche un peu sur le modèle de ce qu'il avait fait, la marche pour la 6e République. Donc, à nouveau, on va retrouver un Jean-Luc Mélenchon qui veut avoir cette image de drainer des foules dans les rues de certaines villes de France. Et Jean-Luc Mélenchon porté, on l'a vu, par une petite dynamique à 11,5 dans notre sondage quotidien. Certains disent que c'est le vote utile à gauche. On verra si ça le mène un peu plus haut que ces 11,5. Des nouvelles d'Anne Hidalgo aussi ce soir. Oui, alors Madame Titane, hein, comme la surnomme ses amis, son entourage, celle qui résiste à tout, qui ne fléchit pas malgré les sondages, eh bien, elle veut poursuivre sa campagne avec montrer à la fois et le sérieux et les appuis. Alors tout ça va s'incarner par exemple vendredi matin dans un déplacement à Cergy avec Bernard Cazeneuve, donc l'ex-ministre de l'Intérieur, un déplacement sur un thème régalien, la sécurité. Bernard Cazeneuve qui l'a rejoint comme président de son comité de soutien. Et puis samedi, elle sera en meeting à Bordeaux. Là, ce sera un format meeting avec 1000 personnes. Là, elle sera entourée de deux caciques aussi du PS, Boris Vallaud, le député, et puis le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Et puis, nous affirme-t-on dans l'entourage, François Hollande participera bien à un de ces meetings. C'est calé, il prendra la parole, c'est sûr, ça va se faire, c'est ce qu'explique son entourage. Donc voilà, elle veut montrer qu'elle est entourée par toutes les têtes d'affiche, par tous les ténors du Parti Socialiste et qu'elle n'est pas seule. Donc les amis, il se pourrait bien, contrairement à ce qu'on dit bien des chroniqueurs et des commentateurs, qu'il y ait un bulletin Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle, Hervé Gattegno. Ah bah oui, il n'y a pas... Ah oui, enfin à 2%, tout le monde disait mais non, elle va abandonner. Non. En tout cas, elle a affirmé et réaffirmé qu'elle serait là jusqu'au bout. Je serais vous, je m'interrogerais davantage sur Christiane Taubira, qui a de toute façon très peu de chances d'obtenir les parrainages, alors que je rappelle que Anne Hidalgo les a depuis belle lurette. Pas d'argent, pas de soutien du Parti radical de gauche, probablement pas de signature. Je crois que cette aventure Taubira va se terminer chez Mélenchon. Assez médiocrement. On est d'accord sur Taubira, ça sent pas très bon. D'accord, mais le Parti socialiste peut prendre le risque d'avoir moins de 5% des suffrages au premier tour de la présidentielle, ce qui lui coûterait très cher puisqu'il serait très peu remboursé des frais de campagne. Il y aura une partie qui sera remboursée, mais ce qui cible, c'est surtout l'après, c'est-à-dire les législatives, et ne pas avoir de parti socialiste présent au présidentiel, ça veut dire que vous les effacez pour les législatives, et ils ont besoin d'être présents. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo va être maintenue et que tous les poids lourds, les anciens poids lourds du parti vont venir à son chevet et vont multiplier les déplacements. Moi, j'aurais préféré que ce soit Bernard Cazeneuve. Je pense que la campagne aurait été d'une autre qualité, mais bon, c'est Anne Hidalgo. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que à en croire Frédéric, Anne Hidalgo, elle au moins, elle a le soutien d'un ancien président de la République. Ce qui est un atout par rapport à Valérie Pécresse qui attend désespérément celui de Nicolas Sarkozy. Et ça, puisqu'on n'a pas de nouvelles là-dessus. Non, on n'a pas de nouvelles. Je n'ai pas le sentiment que Nicolas Sarkozy soit très pressé de déclarer sa flamme à Valérie Pécresse. Bon, en tout cas, si c'est le cas, il le cache bien. Et est-ce qu'il soutiendra plutôt Emmanuel Macron? En tout cas, les députés de la République En Marche, Frédéric se prépare à entrer en campagne. Oui, alors c'était comment mettre en scène cette attente du côté de la République En Marche, c'est un peu l'enjeu. Alors aujourd'hui, il y avait la fin de la session parlementaire, la dernière séance de questions d'actualité. Il y a une pléthore de tweets de Christophe Castaner pour saluer l'émotion de cette dernière journée. Gilles Legendre également qui parlait de l'émotion de la dernière séance de questions d'actualité. Yael Braun-Pivet, tenez par exemple, on va écouter juste un mot de Yael Braun-Pivet qui a pris la parole aux questions d'actualité. Ah non, alors on a dit que non, il n'a pas ça en stock. Elle n'est pas en stock. Alors, voilà. Bon, enfin bref. Et puis ce soir, on fêtait, tout le monde se retrouvait dans un restaurant du 14e arrondissement. Tous les députés LaREM réunis dans un restaurant du 14e arrondissement pour boire un verre, manger quelque chose, s'auto-congratuler et puis surtout se préparer à entrer en campagne. Jean Castex présent ce soir au restaurant. Jean Castex qui va recevoir demain soir
tous les parlementaires. Et puis, alors, on entend cette petite musique chez certains députés de la majorité. Finalement, ce Premier ministre est formidable, il est loyal, il a bien travaillé. Pourquoi ne pas le garder un peu plus? Après tout, c'est quand même le Premier ministre idéal, à contrario d'Édouard Philippe qui a des ambitions personnelles. Ben, voilà au moins quelqu'un qui ne fait pas d'ombre à Emmanuel Macron et qui le sert totalement et loyalement. Voilà l'état d'esprit un peu aujourd'hui au sein de la Macronie. Merci Frédéric, merci beaucoup. Ben voilà. Cette émission touche à son terme. Vous voulez faire du rap parce qu'on peut la faire durer encore 1 heure ou 2 non merci beaucoup les amis. Que vous dire que demain à 20h40 vous serez forcément devant LCI puisque nous recevrons Yannick Jadot qui sera interviewé par Ruth Elkrief et Adrien Gindre dans la perspective de cette présidentielle. C'est un grand rendez-vous politique très important, vous serez là. Que vous dire que dans un instant vous avez rendez-vous avec le journal de minuit Politique Insomniaque qui sera dirigé par Frédéric et vous-même, Julie, voilà c'est ça. Et que nous avons rendez-vous demain à 22h pour un nouveau numéro de Brunet et compagnie. Mais alors là, cette fois-ci, vraiment avec des éditorialistes de très très haut calibre. Enfin. Vraiment, enfin. Merci à vous. Restez sur LCI, vous le savez, la nuit, nous avons les moyens de vous faire veiller. Salut, à demain.